Ok, ah oui, ça marche. Bon, alors, ça, c'était effectivement le contexte. On peut quand même. Je pense que c'était une étude au début qu'on avait vue peut-être probablement trop ambitieuse, parce que c'était une étude qu'on voulait. Enfin, je vous explique un peu prospective. Et bon, on s'est un peu essoufflé parce qu'en fait, on n'avait pas, comme dans toutes les grandes études épidémiologistes, ni attaché de recherche clinique, ni rien. Donc, c'est vrai qu'on a eu, on a pas forcément retiré tout ce qu'on aurait voulu faire, et puis c'est vrai qu'on a un peu laissé traîner pour sortir les résultats. Donc moi, en fait, c'était pour moi surtout l'occasion de vous parler un peu de la prématurité, parce que je pense que bon, il y a pas, on a l'impression quand même d'être dans un monde un peu à part, et on voit les parents quand ils arrivent dans le service, c'est un monde qu'ils connaissent pas. Et je pense qu'il y a même des médecins et des gens, alors peut-être moins les sages-femmes qui sont côtoyés à la prématurité, qui côtoient plus facilement la prématurité, mais il y a quand même beaucoup de professionnels de santé qui n'ont pas d'idée de ce que c'est vraiment que le parcours d'un grand prématuré, et surtout de comment ils sont à la sortie et comment sont les mères à la sortie. Et, voilà. Et donc mon idée à moi, c'était un peu de vous donner, alors je ne vais pas forcément vous faire un cours sur toute la prématurité, toutes les pathologies de la prématurité, mais peut-être vous donner un peu des grandes lignes et de voir un peu comment on peut en tirer dans votre pratique de tous les jours et comment on peut soutenir ces mamans et ces bébés. Alors, il faut que je voilà. Rapidement, donc on va voir. Il faut que je mette où pour que ça marche. Là, voilà. Donc on va voir quelques définitions pour qu'on parle, voir de quoi on parle exactement. Après, donc on parlera de l'étude Calépage, donc et puis on comparera à l'étude métropolitaine qui est l'étude Épipage. Après, on parlera donc un peu plus dans le vif du sujet du suivi de post-hospitalier de ces grands prématurés. Alors, on parle un peu de croissance, de vaccins, d'alimentation, quelques pathologies, et un petit topo sur les écrans quand même, parce que je ne peux pas en passer. Et à la fin, rapidement, je vais vous parler un peu des mamans de ces bébés prématurés. Alors, rapidement sur les définitions. Donc la prématurité se définit par une naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. Donc comme ça, on est tous d'accord sur la définition, sachant qu'une grossesse, c'est entre 37 et 41 semaines. Depuis 93, la limite de viabilité est définie par une naissance après 22 semaines d'aménorrhée et un bébé de 500 grammes. Donc ça, c'est la limite de la viabilité, en sachant qu'on n'est pas forcément dans des prises en charge actives à ces termes extrêmes, mais cette définition, elle est encore actuellement valable. Alors, nous, dans notre catégorie des grands prématurés, en métropole et clairement en Calédonie aussi, on ne prend pas en charge avant 24 semaines. À ces termes, entre 24 et 26 semaines, on définit ce qu'on appelle l'extrême prématurité. Après, entre 27 et 32, c'est ce qu'on appelle les grands prématurés. Et après 32 semaines, jusqu'à 37, c'est des prématurités simples, des enfants prématurés. En sachant que c'est jamais simple, la prématurité, mais ça nous permet quand même de définir un peu le cadre. Alors, un terme, après, parce que c'est quelque chose qui est important dans le suivi de ces enfants prématurés, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'âge corrigé. Parce que nous, on en parle. Les parents, ils sont hyper... je pense qu'une fois qu'ils sont passés en ONAT, ils savent ce que c'est. Mais je pense que c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Alors, c'est en fait l'âge qu'aurait l'enfant s'il était né à terme. On peut le dire aussi autrement. On peut dire que c'est l'âge civil. Quand vous avez un enfant, quel âge il a? C'est depuis qu'il est né, nombre de mois. Et on enlève les nombres de semaines d'avance. Donc, l'enfant qui est né à 32 semaines... Il lui manque 8 semaines pour arriver à terme, en gros 2 mois. Quand vous le voyez à 4 mois, en fait, il a 2 mois d'âge corrigé. Donc ça, c'est important. En fait, c'est une notion qui est très importante, surtout dans les premiers mois de vie. On le conçoit bien, parce que dans la population générale, quand vous voyez des enfants, quand ils ont 3 ans, qui est 3 ans et 2 mois, 3 ans moins 2 mois, franchement, on ne voit pas la différence. Par contre, quand vous avez un bébé de 2 mois, clairement, s'il a 0, s'il vient de naître ou s'il a 4 mois, c'est pas du tout le même bébé. Donc cette notion, elle est très importante les 2 premières années de vie. Et surtout les premiers mois. Mais en fait, on considère que l'ancien prématuré, il perd son statut
prématuré à 2 ans. C'est-à-dire qu'à 2 ans, il doit avoir récupéré, on ne doit plus tenir compte de l'âge corrigé. À 2 ans, on passe en âge réel. Après, la notion d'âge corrigé, elle est essentiellement et quasi uniquement à prendre en compte pour évaluer les développements neurologiques. On va en reparler après, mais c'est vraiment le développement neurologique c'est pour évaluer le développement neurologique qu'il faut vraiment savoir quel est l'âge corrigé de cet enfant. Parce qu'encore une fois, un enfant qui a 2 mois d'âge corrigé, même s'il a 4 mois ou 5 mois d'âge réel, on va pas lui demander de faire ce que fait un enfant de 4 ou 5 mois, on va lui demander de faire ce que fait un enfant de 2 mois. Donc ça, c'est vraiment capital sur le plan du développement neurologique. C'est là où cette notion d'âge corrigé, elle est importante à ce moment-là. Alors, on va passer dans les études. Bon, c'est pas très, rassurez-vous, ça va pas être très très scientifique, mais c'est alors cette étude Calais-Page, donc Calais pour Calédonie et Page c'est pour petit âge gestationnel. Donc c'est un terme qui a été qu'on a inventé, on va dire, calqué sur l'épipage qui était les études de métropole qui revient à la même chose. Donc c'est une étude prospective, donc comme disait Jean-Étienne, qui s'est déroulée sur 2 ans, donc de janvier 2006 à décembre 2007. Elle incluait tous les grands prématurés, donc à moins de 33 semaines d'âge gestationnel, et on avait pris aussi les petits, les bébés de moins d'1,5 kg, donc on avait des bébés qui étaient un peu moins prématurés parce c'était de moins d'1,5 kg. On avait 113 inclus. On avait exclu de l'étude tous les enfants qui étaient connus comme porteurs d'anomalies congénitales à ces termes-là ou d'anomalies chromosomiques et qui étaient en plus nés prématurés. Là, ça va trop vite. Voilà. Et on a essayé d'étudier le devenir un peu de ces enfants. Alors on les a suivis bien sûr tout au long jusqu'à 6 ans et on a refait un petit peu un point de fin d'étude à 6 ans sur les 101 survivants que nous avions. Alors, donc là, en gros, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que on avait une incidence donc de la grande prématurité en Nouvelle-Calédonie, donc avec vraiment nos chiffres dans le service, sachant qu'on est le seul service du territoire à recevoir des bébés prématurés, de 1,3%. Je me suis amusée. J'ai plusieurs fois essayé de voir un peu. C'est des chiffres qui sont à peu près stables. J'avais refait un point en 2010. On a à peu près ces chiffres cette incidence qui est stable. Alors, dans la répartition de notre population, on a un terme moyen qui est à 30 semaines d'âge corrigé. 30 semaines d'aménorrhée. Probablement, c'est vrai que je l'ai pas refait récemment, mais je pense qu'actuellement on est sûrement à un taux un terme moyen probablement plus bas, parce qu'on prend en charge des prématurités. Enfin, on a suivi l'évolution de la néonatologie et on a pris en charge des prématurés probablement plus immatures. En gros, donc vous voyez sur le tableau, le pointeur il est en bas. Donc en gros quand même alors, les roses, bon c'est classique, hein, les roses pour les filles et les bleus pour les garçons. Voilà. Donc on a la majorité de notre population quand même qui se situe entre 30 et 32 semaines. On a quand même une vingtaine d'enfants, donc 20% qui sont des extrêmes prématurés, donc moins de 28. Voilà. Après, sur la durée moyenne d'hospitalisation, c'est 70 jours. Ça veut dire que quand vous avez un enfant qui est né grand prématuré qui arrive dans votre cabinet, il faut savoir que lui et sa mère ont passé au moins 2 mois avec nous. Donc c'est pas, et quand il en a 3 ou 4, ça fait déjà une bonne partie de sa vie. Donc dans cette population, on avait à peu près un peu plus de 10% de décès. La majorité des décès étaient soit sur des contextes infectieux ou l'entérocolite qui est aussi quand même une histoire infectieuse, donc il y a une majorité d'infections. Les problèmes respiratoires, c'était essentiellement l'hémorragie pulmonaire. Après il y avait des problèmes neurologiques, hémorragie intracérébrale. Autre, pour être complètement honnête, je me souviens plus, mais on avait voilà. Donc en gros, on avait 12 enfants qui sont décédés dans notre cohorte.
Après, donc ces résultats, si on les compare à l'étude Épipage. Alors, nous, on a fait notre étude en 2006-2007. Cette étude Épipage, elle datait de 97. Mais c'est une étude sur une grande cohorte en métropole, puisque c'est sur 9 régions, donc c'est une grande étude. Donc, on s'est comparé. Il n'y avait pas eu d'étude plus récente à ce moment-là. Donc sur l'incidence de la prématurité, en fait, on n'a pas de différence significative avec cette étude de métropole. Sur le pourcentage de décès, on n'a pas non plus de différence significative. Une chose qui était intéressante, et d'ailleurs c'est dans la pratique on avait effectivement cette notion-là, que la MMH, qui est la maladie des membranes hyalines, qui est la maladie, la détresse respiratoire atypique des prématurés, qui est liée à un manque de surfactants, on en avait moins. On en avait moins, effectivement. Probablement sur les populations mélanésiennes, il y a une maturité un peu différente. Il y a une incidence qui est significativement plus basse. Par contre, de la bronchodysplasie, on en reparlera, qui est quand même la pathologie pulmonaire séquelaire de la prématurité et dont la maladie des membranes hyalines fait le lit. On n'a pas de différence. Donc même si on a moins de maladies des membranes hyalines, on a autant, quelles que soient les tranches d'âge, on a autant de bronchodysplasie, en sachant qu'on a surtout des bronchodysplasies chez les extrêmes prématurés, c'est-à-dire moins de 28 semaines. Voilà, après, c'est ça. Alors, si on prend le bilan qu'on a fait après 6 ans, alors c'est encore une fois ces enfants bien sûr qu'on a suivis, mais faire un étape, vous donner tous les chiffres qu'on avait à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, je pense que ça n'a pas grand intérêt. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu à distance, en fait, qu'est-ce que deviennent ces enfants. Alors, c'est là où ça rejoint un peu ce que je vous ai dit au début, c'est qu'on était quand même, on est probablement une étude un peu ambitieuse et surtout pas beaucoup de moyens pour le faire. Enfin, globalement, je me suis retrouvée un peu seule à ce moment-là, 6 ans après, pour être complètement honnête. On a quand même réussi à retrouver 56% d'enfants, parce qu'entre les gens qui avaient changé de numéro de téléphone, on appelait des numéros, c'était pas l'attente, c'était machin, c'était ah non, je connais pas. Enfin bref, ça a été un petit peu compliqué. On a vu un peu plus de la moitié, on a revu un peu plus de la moitié de notre population initiale. Chez ces enfants-là, on avait 4% d'handicap sévère. En fait, on avait 4 enfants qui sont des enfants qu'on avait bien sûr repérés avant l'âge de 6 ans et qu'on suivait déjà, dont 3 qui étaient un handicap avec des enfants qui avaient des handicaps moteurs sans acquisition de la marche, et un enfant qui avait un trouble visuel important associé à des troubles cognitifs. Après. Alors, ce qui était intéressant aussi dans le questionnaire, c'était un questionnaire qu'on a fait. Il y avait à la fois des questions puis des examens cliniques, mais il y avait deux tiers de ces enfants ont été réhospitalisés dans les 6 premières années de leur vie, ce qui est quand même important. Et dans plus de la majorité des cas, c'était des hospitalisations qui étaient en lien avec leur prématurité. Donc c'est quand même une population clairement plus fragile et qui est hospitalisée plus fréquemment que la population générale. Et dans les 3/4 des cas, les hospitalisations étaient liées à des épisodes de bronchiolite. Donc c'est quand même clairement la pathologie, c'est la pathologie de beaucoup d'autres enfants, mais chez les formes un peu plus sévères qui nécessitent des hospitalisations se retrouvent surtout chez notre population de grands prématurés. On a aussi des enfants qui ont été hospitalisés pour des problèmes neurologiques, il y avait 7%, et notamment pour des convulsions un peu plus sévères, qui avaient nécessité un traitement. Après, sur cette population-là, l'acquisition... Alors si on sort bien sûr ceux qui ne marchent pas, on est d'accord. L'âge moyen d'acquisition de la marche était de 16 mois. Alors là, quand on parle d'âge moyen, c'est l'âge vraiment qu'ils ont, c'est pas l'âge corrigé. Ce qui fait pour ces grands prématurés aux alentours de 13-14 mois d'âge corrigé, ce qui est à peu près l'âge moyen d'acquisition de la marche, puisque si on dit que c'est 13 mois, l'âge moyen d'acquisition de la marche chez tout l'enfant tout venant. Donc on n'a pas de retard important d'âge d'acquisition de la marche.
après, à noter quand même que dans cette population de grands prématurés qu'on a revus à 6 ans, il y en a plus de la moitié qui, dans les 6 premières années de leur vie, ont eu besoin de prise en charge. Donc c'est pour ça que Nathalie va vous parler un peu de l'orthophonie, parce que ces enfants qui ont souvent eu besoin d'orthophonie, mais aussi de kiné, de kinésithérapie motrice, parce que tout ce qui est la motricité, bien sûr, et la psychomotricité, ils ont besoin de soutien dans plus de la moitié des cas. Alors, après, ces enfants, ils sont tous scolarisés à l'âge de 6 ans. Même les enfants avec un handicap sévère, alors forcément, mais dans ces enfants-là, 5% ont besoin d'une AVS pour la scolarisation. Et les 2 tiers sont en classe de CP, ce qui correspond à leur classe d'âge, enfin leur classe pour l'âge. Alors, et oui, j'ai une notion qui est importante aussi, parce que dans notre population, on avait quand même une part importante d'enfants qui avaient des retards de croissance, mais aucun n'a eu besoin d'être traité par hormone de croissance sur la période. Alors, je voulais aussi vous parler du suivi ophtalmo, parce que bon, on a refait une étude, alors là qui est beaucoup plus récente, 2016-2018, dans le service avec le docteur Cécile Maréchal, et qui a été l'occasion de faire une présentation à la société pédiatrie d'ophtalmologie. Donc on a comme critère dans le service de faire, parce que la rétinopathie du prématuré fait partie des séquelles de la prématurité qu'on recherche de façon systématique pour tous les enfants de moins de 31 semaines et de moins de 1200 grammes. Bon, c'est les recommandations de la société d'ophtalmologie pédiatrie, donc on a repris ça. Il y a des choses très intéressantes qu'on a pu mettre. Donc, nous, on fait des fonds d'œil dans le service. Les premiers fonds d'œil sont faits dans le service. On les commence aux environs de 6 semaines de vie, bon, si les enfants sont stables. Donc, dans notre population, on avait, donc il y avait 17% qui n'ont pas été vus. Ça veut dire quand même que 83% des enfants ont été vus. Les résultats qu'on a obtenus sont assez intéressants. C'est-à-dire que si on prend, il y a plusieurs stades de rétinopathie. Il y a le stade 1, 2 ou 3, et le stade 3, c'est le stade qu'il faut traiter par laser. Ça veut dire pour nous concrètement qu'il faut envoyer à Sydney, ce qui n'est pas forcément très simple, qu'il faut traiter parce qu'il y a un risque visuel important. Donc si on prend tous les stades confondus, stade 1, 2 et 3, on a des taux comparables à ceux de la métropole. Par contre, c'est-à-dire à peu près, nous, 38% versus 40-50. Alors en fonction de la taille des effectifs, ça c'est pas significatif, la différence n'est pas significative. Par contre, ce qui était pour nous un peu une surprise, même si on en avait un peu l'impression, à force de faire des dossiers d'Evassan, que on a un pourcentage de formes sévères traitées 5 fois supérieur à la métropole. C'est-à-dire qu'on avait en Nouvelle-Calédonie, on avait 21% d'enfants qui nécessitaient une forme qui avait nécessité un traitement, alors que dans les études métropolitaines, c'est aux alentours de un peu plus de 3%. Donc ça a été pour nous quelque chose d'important, parce qu'on a du coup revu notamment le monitorage de l'oxygène, et on a remis en place des protocoles qui ont permis d'améliorer ça, et qui ça nous a permis de changer un peu nos pratiques. Alors là, maintenant, je vais vous parler un peu rapidement pour vous donner des chiffres un peu plus j'allais dire un peu plus sur des populations plus larges. C'est sur l'étude EPIPAGE. Alors, il y a eu EPIPAGE 1 en 97 et EPIPAGE 2 en 2011. Donc, il y a eu 15 ans entre les deux études. Donc, il y a eu pas mal de papiers qui sont parus, et notamment, parce que là, ils sont en train de sortir les suivis à 6 et 8 et 10 ans. Enfin, pas 10 ans, ils n'ont pas encore sorti, mais ils commencent à sortir les suivis un peu à distance, et surtout de comparer avec l'étude d'avant. Donc tout ça, c'était intéressant. Donc là, c'est sur le suivi à 5 ans. Donc c'est quand même cette étude EPIPAGE 2, il y a un peu plus de 5000 enfants inclus dans l'étude sur donc l'année 2011, et ils ont pris tous les enfants nés entre 22 et 34 semaines.
Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une idée sur la mortalité. Donc, il y a environ, sur les termes extrêmes, c'est-à-dire les moins de 26 semaines, il y a à peu près 50% de mortalité. Donc ça, c'est quand même une notion importante quand on va voir des mamans en anténatale, d'avoir cette idée-là. Sur les études métropolitaines, donc épipage, il y a un seul, en 2011, sur épipage 2, il y a un seul survivant, c'était en 22-23, et il y en a 0 sur l'épipage 1. Donc clairement, alors que les Japonais, les Américains, ils publient des séries de 22-23 semaines de façon... Voilà. Bon. Nous, en métropole, on ne fait pas ça, et en Calédonie non plus, rassurez-vous. Et très vite, en fait, l'incidence de la mortalité baisse très vite, parce qu'on est à moins de 10% entre 27 et 32 semaines. Alors bien sûr, plus à 27 semaines qu'à 32, mais sur cette population-là, on est à 10%. On est à moins de 2% sur les prématurités plus simples, enfin 32-34 semaines, et on est à 2 pour 1000 à terme, pour vous donner un peu une idée de... Oula, tout vient d'un coup, c'est pas grave. Bon, je vous avais dit que je voulais pas vous montrer trop de chiffres, mais il faut quand même que je vous les donne. Donc eux, ils ont fait aussi pareil une revue. Bon, nous on avait pris 6 ans, ils ont fait 5 ans. Ils ont revu un peu moins de 70% de la cohorte. Ils ont classé les atteintes neurodéveloppementales sévères à modérées et les atteintes développementales faibles. Alors bon, c'est très codifié bien sûr dans l'étude pour qu'on puisse harmoniser les pratiques des 9 régions et de tous les médecins qui ont participé à ces études. Mais en gros, il y a dans ce qui rentre dans ce qui est sévère le degré d'infirmité motrice cérébrale, donc de troubles moteurs, qui sont des enfants qui sont non marcheurs ou marchent avec aide. Ou des troubles cognitifs importants. Alors il y a des degrés pareil, et puis des surdités profondes ou des atteintes visuelles sévères. Modérés, c'est un peu les mêmes critères mais avec des degrés moindres. Et après, ils atteignent aussi, ils comptent des atteintes plus faibles. Alors c'est encore qui sont beaucoup moins sévère et beaucoup moins handicapant dans la vie. Donc on arrive quand même, vous voyez, à des chiffres bien sûr qui s'améliorent en fonction de plus l'enfant augmente dans les termes. Ce qui était intéressant dans ces études, c'est que parce que c'est quand même un recul, 5 ans, ça commence à être un recul intéressant, c'est qu'en fait on commence à mettre en évidence beaucoup plus d'atteintes faibles, parce qu'on les cherche aussi, parce que les premières études, moi quand il y a plusieurs années, il y a une vingtaine d'années, on s'arrêtait à 2 ans, il marchait, c'est bon, il était considéré comme n'ayant pas de séquelles de sa prématurité. Alors qu'en fait, quand on fait des recherches et quand on va plus loin et quand on suit un peu plus loin cet enfant, en fait, il y a pas mal de petits troubles qu'il faut connaître et qu'il faut savoir qu'ils existent parce que justement, on peut les dépister et aider à les accompagner. Donc voilà, donc on est quand même sur des chiffres et alors c'est étonnant parce que les atteintes faibles, elles sont en fait assez entre 35 et 40%, alors que là la différence elle est plus importante. Voilà, après donc rapidement sur comme on l'a déjà un peu dit, l'incidence des troubles, elle augmente plus l'âge gestationnel est bas. Elle augmente aussi avec le niveau socio-économique des parents, quand le niveau socio-économique des parents est bas. Et ça c'est quand même quelque chose aussi qu'on peut dire aux parents, parce que ça veut dire aussi que l'environnement, que tout n'est pas déterminé par le terme. Le fait qu'il y ait un retard de croissance associé aussi est un facteur péjoratif, parce qu'il y a forcément un périmètre crânien et qui est moins important. Donc ça fait aussi partie des facteurs qui, statistiquement, et je suis désolée de vous le dire, mais être un garçon, ça fait aussi partie c'est classique. Ça fait aussi partie des facteurs de plus mauvais pronostic. Alors, rassurez-vous, il y a des garçons qui vont bien et des filles qui vont pas bien, mais ça fait partie des choses classiques.
Alors, si on prend ça, moi je trouve que c'était une information assez intéressante, qu'en fait, quand on compare donc ces deux études, en 97 et 2011, globalement, la survie sans séquelles s'améliore. Même si on va chercher un peu la petite bête, globalement, la survie sans séquelles s'améliore. Et elle s'améliore surtout pour les termes entre 24 et 26 semaines. En fait, l'amélioration, elle n'est pas significative. Il y a une tendance à l'amélioration pour les 32-34 semaines. Il y a une amélioration pour nos grands prématurés, mais il y a surtout une amélioration pour les extrêmes prématurés. Parce qu'en fait, on a développé les techniques de réanimation qui font ça. Donc pas d'amélioration, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas d'amélioration significative pour les 32-34 et ni pour les moins de 24. Mais les moins de 24, c'est catastrophique et ce que je vous disais tout à l'heure et ça le reste. Le suivi à long terme révèle que les grands prématurés sont plus à risque que d'autres. C'est un peu ce que je vous disais, d'autres problèmes tels que des difficultés du comportement. Et on voit dans les questionnaires là, sur les études que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les parents. Alors, je me suis dit, je leur donne beaucoup de chiffres, j'essaie d'être un peu synthétique et donner des choses un peu claires. Bon, mes tableaux, ils viennent, je sais pas comment, bon, bref. Donc, en fait, si on prend en gros, toujours sur ces études épipage, les troubles moteurs, sensoriels ou cognitifs à 5 ans, en gros, il y a 40% des grands prématurés qui en ont. Tout niveau confondu, je veux dire. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'à terme, ils n'ont pas tous toujours bien. Il y a aussi 12% des enfants à terme qui ont des troubles moteurs, sensoriels ou cognitifs. Ce qu'il faut savoir quand même, dans ces 40%, il y en a 5% de formes sévères. Donc il y a la majorité quand même de formes légères. Après, si on prend la complication motrice la plus classique de la prématurité, enfin les complications comme les troubles moteurs fait partie des complications en premier plan. Il y a 9% des grands prématurés qui ont une complication d'ordre motrice, avec 3 qui ne marchent pas, qui n'ont pas de marche autonome. Après, si on prend le déficit intellectuel, donc c'est là où le tableau devait arriver, si on voit si on prend les enfants qui ont un QI inférieur à 85, on voit qu'il y a quand même, ça correspond à 32% des prématurés, alors que ça correspond à 12% des enfants à terme. Et dans ce groupe des 32%, il y en a quand même 12% qui ont un QI inférieur à 70, mais il y en a aussi 3% à terme. Alors en gros, si on regarde tous les chiffres, là, 40, 12, 32, 12, voilà, en gros, on peut dire qu'on a 3 fois plus de troubles chez l'enfant né prématurément par rapport à l'enfant à terme. C'est juste pour que vous ayez une notion, ça ne veut pas dire que tous les enfants prématurés vont pas bien, contrairement à ce que Jean-Marc va sûrement vous dire, mais il y a clairement un risque qui est plus important. Voilà. Donc après, donc on va rentrer dans les choses peut-être un peu moins rébarbatives. Ou en tout cas qui vous concerne un peu plus sur le suivi de ces bébés. Alors d'abord, avant de parler du suivi, il faut que je vous dise d'où ils sortent. Bon, clairement, c'est dommage qu'on ne voit pas bien, mais elle est pas mal cette photo. Bon, un jour je suis rentrée dans un box, j'ai vu ça et je me suis dit quand même. Donc là, si vous voyez, il y a l'ENO, il y a à peu près 12 pouces seringues, il y a le ventilateur, le scope, la table qui est chauffante, l'appareil d'écho, voilà. Bon, heureusement, ils ne sont pas tous... Bon, puis pour être complètement honnête, c'est un gros bébé à terme, mais bon... mais quand même. Ouais, ils vont plus mal, les bébés à terme. Donc, nos petits prématurés, on les met dans des couveuses comme ça. C'est juste pour que vous ayez une idée de voilà, par où ils sont passés. Donc, le service de néonat, il comprend 8 lits de réanimation. Il comprend 12 lits de... Alors, je mets soins intensifs, entre guillemets, parce qu'on n'a pas vraiment des soins intensifs, mais un secteur post-réa où on peut mettre des incubateurs, des enfants qui ont encore des voies centrales ou qui sont encore dépendants d'une ventilation non invasive. Après, on a 12 lits de médecine. On met surtout des bébés en berceau, mais aussi en incubateur, mais qui n'ont plus de soutien. On est 8 pédiatres. Bon. 8 équivalents temps plein avec des petits bouts des fois de temps partiel, mais en gros on est 8 pédiatres pour faire donc tourner
les 9, 12 et 12 lits du service, aussi la maternité et 3 jours par semaine le CHN de Cournay. Il y a 56 infirmières ou puéricultrices, il y a une vingtaine d'auxiliaires ou d'aides-soignantes et de cadres. J'ai oublié mes cadres, bon, c'est pas grave. Après, donc juste pour vous montrer des photos, parce que j'aime bien montrer des photos de mes petits bébés, voilà. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner un peu... ouais, il est sous la photothérapie, là. Et il est un peu coché avec son appareil de ventilation. Voilà, donc ça, c'est d'où ils sortent. Alors, une fois qu'ils sont sortis, bon, après ils sont passés par la médecine, berceau, des choses plus normales. Donc, là, à la sortie, clairement, ils ont un agenda de ministre. C'est-à-dire que il faut qu'ils aient un agenda juste pour leur rendez-vous, je pense. Dès la sortie, ils sont vus, en fait, en gros 2 fois par semaine, le premier mois, soit par la puéricultrice de consultation, soit par la PMI, soit par une sage-femme libérale, pour faire un suivi essentiellement du poids. Et nous, on aura aussi les puéricultrices de néonates qui font des injections de Synagis, on en reparlera, qui sont les injections d'anticorps monoclonaux en prévention de la fameuse bronchiolite qu'on espère qu'ils n'auront pas. Après, il y a bien sûr un suivi médical. Alors, en gros, ils sortent, ils ont à peu près à terme, sauf ceux qui ont un peu traîné, plus ils sont nés prématurément, plus ils traînent, mais généralement, en gros, ils sortent à M0. Donc, nous, on les voit à M1. Alors là, on parle en âge corrigé. On les voit à M1 après la sortie, en gros. On les voit à M4, M9, M12, M18, M24 et après, une fois par an, jusqu'à 6 ans. Ça, c'est s'ils vont tout bien. Si on a envie de les voir plus, on les voit plus. Mais généralement, c'est à peu près ça. En gros, la première année, on les voit 4 fois. Et on les voit à des âges un peu clés du développement moteur. On les voit à 4 mois, on les voit à 9 mois, en sachant qu'entre les deux, je vais le dire plus tard, il y a un bilan quand même psychomoteur pour être sûr de pas trouver des catastrophes à 9 mois. Et si on a un petit doute à 4 mois, on les voit à 6. Mais généralement, c'est à peu près ça. Après la deuxième année, on les voit un peu moins, on les voit tous les 6 mois, on les voit 2 fois. Et après, on les voit jusqu'à 6 ans, une fois par an. Et des fois, les mamans viennent à 7 ans parce qu'elles ont envie de venir nous voir encore. Mais globalement, c'est à peu près ça. Ça nous permet, parce que à chaque âge, bien sûr, on va chercher des choses différentes. Ça nous permet de dépister peut-être ces petites choses qui arrivent un peu plus tard. 6 ans, c'est l'âge à entrer en CP. Donc, c'est vraiment l'âge des acquisitions. Et c'est pour ça qu'on les suit. C'est les suivis qui sont recommandés. Dans le suivi, donc à ça, on rajoute... des bilans psychomoteurs, donc en fonction de leur risque, de la prématurité, de l'examen neurologique à la sortie, généralement, on les voit 3-4 fois, ils sont vus 3-4 fois par la psychomotricienne à la première année. Donc au début, elle se cale un peu sur nos consultes, après, elle essaie de se mettre enfin, on arrive à faire un schéma pour essayer de les voir le plus fréquemment possible. Après, la première année, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, des bilans conjoints dans le cadre du DAMS, donc mes collègues vous en parleront après. Il y a le bilan orthophoniste et le bilan psychomote, 2 fois la première année. Vraiment, le bilan orthophoniste, il va être important aux âges de la diversification dans les premiers mois, au moment où, enfin, je pense que Nathalie va peut-être en parler un peu. Je ne vais pas lui spoiler. Voilà. Donc il y a 2 bilans conjoints aussi la première année. Après, il y a un bilan orthophonique pour tous ces grands prémas à 4 ans. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie des choses qu'on avait mis en évidence dans notre étude, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de retard de langage les premières années. Donc, on avait un peu... Avant, on le faisait à 6 ans et on l'a systématisé un petit peu lors de la deuxième année de maternelle pour pouvoir faire une prise en charge plus précoce si besoin avant l'entrée en CP. Il y a le suivi ophtalmo, donc je vous ai dit, les fonds d'œil commencent à la sortie de la néonate et en fait, en fonction de ce qu'elle trouve au fond d'œil, elle nous dit je veux le rencontrer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc ça c'est le suivi qui est organisé. Et de toute façon, à 3 ans, ils ont tous un bilan visuel avec une acuité visuelle parce qu'il y a effectivement plus de troubles à ce moment-là. Pareil, il y a un bilan auditif, donc pareil à la sortie, alors quand l'appareil marche, parce que des fois on a des petites surprises, mais on fait des PEA à la sortie à tous nos grands prématurés, et si les PEA sont normaux, on fait un bilan auditif à 3 ans.
Et on peut aussi, dans certaines situations, quand on a repéré certaines fragilités, on en reparlera, on peut mettre en place un suivi psychologique avec la pédopsychiatre du service. Alors, vif du sujet, choses pratiques, les vaccins. Alors, pourquoi il faut vacciner nos prématurés? Il faut savoir qu'il y a une immaturité du système immunitaire chez nos bébés prématurés parce qu'il y a un défaut de transmission d'immunoglobulines qui se fait au 3e trimestre, et quand on ne fait pas le 3e trimestre, on n'a pas les immunoglobulines. Donc, il y a moins de transmission des immunoglobulines maternelles de ce fait-là. Par contre, la maturation immunitaire postnatale, elle va être accélérée dès la naissance. C'est-à-dire que il va très vite être dans un monde, vous avez vu là, avec plein de microbes, donc il va être stimulé et son système immunitaire va s'accélérer, quel que soit son âge gestationnel. Après, il y a aussi... Il est important de protéger les prématurés contre certaines maladies parce qu'ils sont plus à risque de faire des formes fragiles, notamment le pneumocoque, l'hémophilus, la coqueluche. Donc ça, c'est vrai que ces bébés prématurés font des formes plus fragiles, ils sont plus fragiles, font des formes plus sévères, pardon, et du coup, c'est important de les protéger. Il faut savoir que les premières injections de vaccins, enfin la première des pentavalents, l'hexavalent, elle est faite en néonate parce que d'abord parce qu'elle est faite à 2 mois et qu'à 2 mois ils sont généralement pas sortis, et parce qu'il y a clairement un risque important d'apnée chez ces bébés prématurés qui justifie une surveillance particulière, et on les scope en fait 48 heures après les injections. Et s'ils n'ont rien fait, ils ont droit à sortir. Et s'ils ont fait des apnées, ils ont droit à un billet pour la 2e injection, 48 heures d'hospitalisation pour faire les 2e injections. Et on a comme ça des enfants qui ont fait toutes les injections chez nous parce qu'effectivement, ils ont fait... alors, moi, il y en a un que j'ai failli réintuber sur des apnées vraiment sévères, mais globalement, c'est juste des apnées et c'est sans conséquence, mais bon, il faut quand même le savoir et il faut qu'il soit surveillé. On peut éventuellement commencer en fait la première injection à partir de 6 semaines s'ils sont stables et s'ils font plus de 2 kilos. Des fois, on les fait pour être sûr de les faire avant la sortie. Éventuellement, on les réhospitalise s'ils sont sortis avant d'avoir l'âge requis pour les vaccins. Le calendrier. Alors là, on part en âge réel. C'est-à-dire que le bébé, il a 3 mois, il a 3 mois, il a les vaccins de 3 mois. Il a 4 mois, il a les vaccins de 4 mois. Donc la seule différence par rapport au schéma vaccinal du bébé à terme, c'est que lui, il a droit à 2 piqûres de plus. Et il a droit à l'injection des 3 mois qui n'existe plus pour l'enfant à terme. Mais lui, il a droit parce que, en fait, globalement, quand on lui fait sa première injection, il est juste nouveau-né, en âge corrigé. Donc, il a droit à une injection de plus. Donc, en fait, on fait... Alors, bon, l'hexavalent, c'est le pentavalent plus l'hépatite B. C'est bon pour tout le monde. Donc nous, on fait ça, l'hexavalent et le Prévenard. On lui fait le BCG en plus, je ne vais pas marquer, mais en hospitalisation. Si tout se passe bien, il va faire ça en ville. Là, on ne met pas l'hépatite B et on fait le Prévenard. Et 1 mois après, il refait avec l'hépatite B les 2. Alors, pour certains qui ont vraiment des formes de bronchodysplasie sévères, il est conseillé de faire la grippe, mais qui peut être faite qu'à partir de 6 mois. Et en fait, la grippe, elle se fait en 2 fois. On fait une demi-dose à 1 mois d'intervalle. Après, c'est les rappels. Et ça, c'est le schéma classique de tous les enfants. La seule différence, c'est la grippe. Alors, on le fait pas systématiquement. On fait en fait vraiment quand ils ont des tableaux séquelaires respiratoires importants. Et il y a ça en prime. En gros, s'il y a vraiment un risque important, on peut aussi, ce qu'on propose souvent, c'est de vacciner les parents. Après, on propose aussi de vacciner les parents contre la coqueluche, même pour les enfants, les nouveau-nés qui sont pas prématurés. On proposera effectivement la grippe aussi, parents et fratrie. Bon, juste pour rappel, chez les nouveau-nés, enfin les nourrissons, c'est injection sur les cuisses, face antéro-externe de la cuisse. On essaie dans la mesure du possible de faire la prévention à la douleur, mais clairement, ça fait mal. Donc EMLA, succion, un peu de sucre, comme on peut.
Alors, ce qu'on rajoute aussi au calendrier vaccinal de nos petits prémas, c'est l'injection de Synagis, qui sont les anticorps monoclonaux contre le VRS. Mais c'est des anticorps, en fait, c'est pas un vaccin. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire tous les mois, parce qu'il est protégé un mois. Et donc, en gros, on commence la première injection en néonate, et on fait à la suite 6 injections, 5 à 6, une par mois. En sachant que ça, par contre, c'est purement hospitalier, donc il vient les refaire chez nous. Alors, la croissance. Donc ça fait partie des messages que je voulais faire passer. Donc, on mesure 3 paramètres. On mesure le poids, le périmètre crânien et la taille. Donc, si vous avez l'œil, vous allez vite comprendre ce que j'aimerais bien qu'on n'oublie pas. Clairement, c'est la taille qui va être importante à suivre et on va revenir. Donc d'abord, les courbes de croissance, elles sont en âge réel. Ça, c'est dur pour eux parce que clairement, ils sont tout juste, ils arrivent à être dans la feuille. Mais on l'a fait en âge réel. En gros, ce qu'on dit, c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure pour l'âge corrigé. Il a 2 ans pour entrer dans les courbes. Donc déjà, il faut dire, il faut que les parents... Et puis vous, que vous soyez conscient que clairement, en sortant de néonat, il est hors des courbes pour tous les paramètres et il va le rester un petit moment. L'important, c'est qu'il y arrive avant 2 ans. Alors, le PC, c'est un paramètre très important pour 2 choses. D'abord parce qu'une bonne croissance du PC, c'est souvent corrélé avec un meilleur développement neurologique et que c'est le paramètre qui rattrape en premier. Pas pour ça que c'est important, mais en fait, c'est clairement le paramètre qui rattrape en premier. Et c'est plutôt quelque chose de bon pronostic. Après, la taille. Alors, la taille, ça, c'est quelque chose de capital. Vraiment, c'est hyper important. Alors, la taille, contrairement au poids, on ne va pas le faire tous les jours, on est d'accord. Mais c'est bien de le faire au moins une fois par mois chez ces enfants prématurés pour avoir une cinétique de la croissance. C'est souvent le paramètre qui rattrape en second, après le périmètre crânien. Et parce que l'enfant, c'est pas un organisme qui grossit, c'est un organisme qui grandit. Et que clairement, l'enfant, il a 15-16 ans dans lui pour grandir, alors qu'il a une bonne 80-85 ans pour grossir. Donc clairement, autant faire les choses qu'on doit faire tout de suite. Donc l'organisme, cet enfant-là, s'il rattrape pas, s'il grandit pas les 15 premières années de sa vie, il grandira plus jamais. Lui, comme le prématuré, comme tous les autres, hein, mais ça fait partie des... Et c'est hyper important parce qu'il faut repérer les enfants pour qui il faut mettre de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, l'indication, c'est 3 ans, moins 3 DS. Bon, alors, on pourrait mettre les enfants à partir de l'âge de 3 ans s'ils restent à moins 3 DS. Bon, clairement, on ne le commence pas si tôt, mais l'AMM en métropole, c'est ça. Mais l'idée, c'est de commencer vers 5-6 ans, donc de suivre ces enfants et de ne pas attendre que ça soit trop tard pour commencer l'hormone de croissance. Alors, juste pour vous montrer, c'est des vraies courbes que j'ai repris tous les points des enfants pour faire. Donc ça, c'est Arthur. Bon, par contre, c'est pas le vrai nom. Qui est né à 29 semaines, 1,2 kg, 39 de taille, 28 de PC. Donc là, clairement, on l'a mis là. Donc là, c'est la courbe, donc 50% ou la moyenne. Là, je vous ai mis en couleur la norme. Donc clairement, que ce soit pour tous les paramètres, il est dans les choux. Si on s'amuse donc à regarder, là on voit le PC quand il rentre dans les courbes à peu près à 2 mois et demi. Là, la taille, elle rentre dans les courbes à peu près à 5 mois. Par contre, le poids, c'est 9 mois. Alors c'est sûr que si vous le voyez à 6 mois, vous allez dire « Ah bien, mais il grossit pas !» Mais il grandit, il a récupéré son PC, et en plus, il a la gentillesse d'avoir la courbe de croissance. Il va y arriver. Il faut juste lui laisser le temps. Il ne faut pas culpabiliser la maman parce qu'elle ne lui donne pas assez à manger. Voilà, donc ça c'était Arthur. Et là c'est Lia, qui a eu là c'est le vrai prénom, 27 semaines, 900 grammes, 970 grammes, 35-26, qui a eu de gros troubles de l'oralité. Clairement, c'était très compliqué pour elle de manger à la sortie de la néonate. Pareil, elle a récupéré son PC à peu près à 4 mois. Elle a récupéré sa taille à 7 et son poids à 14. Clairement, à 2 ans, elle est
pile dans les cours. Et après, alors c'est aussi assez intéressant, en fait, on a l'impression qu'ils cherchent leur ligne, et une fois qu'ils l'ont trouvée, ils la suivent. Et clairement, cette petite, et d'ailleurs je l'ai revue cet après-midi, elle est à 50% sur tous ses paramètres. Au 50e, elle a même une tête un petit peu plus au-dessus, ce qui est normal, puis elle reste dans la norme. Donc voilà, donc ça c'est important que vous ayez ça en tête, parce que c'est d'autant plus, enfin on est clairement fautif dans cette focalisation sur le poids, parce que nous, clairement, en néonat, on les pèse tous les jours. Si on pouvait les peser 2 fois par jour, on les pèserait 2 fois par jour. Mais on les pèse absolument tous les jours. Et alors, on essaie à la fin de vers un jour sur 2, mais clairement, il y a oh, mais je l'ai pesé parce que la maman voulait savoir. Non, il faut essayer de détacher les mamans des poids. Alors, forcément, les premiers jours, même le premier mois, à la sortie, on les pèse encore 2 fois par semaine. Le poids reflète quand même, effectivement, la croissance. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de réfléchir avec le poids. Il faut vraiment, quand on a le temps d'avoir un peu plus de recul, il faut vraiment penser à la taille. L'alimentation, pareil, en âge réel. C'est-à-dire qu'il est diversifié à 6 mois. Il faut quand même savoir que nos grands prématurés, après avoir un parcours de néonat, même si on essaie d'y faire attention, il y en a beaucoup qui ont des troubles. Là, je pense que tu vas en parler un peu peut-être. Il y en a beaucoup qui ont des troubles de l'oralité. Parce que clairement, la zone buccale, c'est la zone où on a les sondes, les scotch, les aspirations. C'est une zone quand même, clairement, où il y a des expériences négatives. Donc, il y en a qui gardent, et j'ai le souvenir de plusieurs, où vraiment c'était extrêmement compliqué de les alimenter et de la diversification, mettre à la bouche, tout ça, c'est des choses qui peuvent être parfois compliquées, des choses et qu'on repère justement avec l'orthophoniste pour les rééduquer. Donc ils ont des troubles de l'oralité importants. Alors, sur l'alimentation, donc ce que je vous disais tout à l'heure, diversification à 6 mois, donc comme l'enfant tout venant. Il faut quand même qu'à notre grand désespoir, il y a très peu d'allaitement maternel exclusif à la sortie de la néonate, ce qui est mon combat de tous les jours, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal. J'avais fait une mini-étude dans le service, là je m'étais amusée à prendre tous les enfants qui étaient hospitalisés, toutes les mamans qui avaient dit qu'elles voulaient allaiter à l'entrée, donc il y avait 80% des mamans qui voulaient allaiter, et à la sortie il y avait moins de 10% qui allaitaient vraiment. Parce que allaiter un enfant qui est né prématurément, ça veut dire passer 6 à 8 fois par jour au tire-lait, ce qui clairement n'est pas très glamour. Et puis ça veut dire, c'est aussi une contrainte pour les mamans qui sont fatiguées, donc il faut vraiment soutenir l'allaitement, parce que je pense que c'est aussi une des choses qui peut améliorer bien la vie de nos petits bébés prématurés, et surtout tous les troubles digestifs qu'ils peuvent avoir, parce qu'ils ont aussi des troubles digestifs divers et variés, que ce soit les colites et surtout le reflux, parce qu'il y a un reflux gastro-œsophagien qui est très fréquent chez les enfants prématurés. C'est lié pareil à l'immaturité du tractus digestif supérieur. Mais il faut savoir qu'il y a que seulement 1/3 de ces reflux qui sont vraiment acides et qui vont peut-être nécessiter un traitement. Qu'il faut être très tolérant et rassurer les mamans sur le fait que c'est quasi physiologique d'avoir un reflux, tant que l'enfant, ça ne le gêne pas. En fait, souvent, ça gêne plus la maman que l'enfant. Sinon, après, on peut proposer, comme chez tous les enfants, un peu d'épaississant, éventuellement des pansements gastriques, éventuellement des antiacides. Souvent, ils sortent de chez nous avec, mais voilà. Quel type de lait ? Voilà, quand même, le lait de mère. Si on pouvait, alors nous par exemple, l'enfant extrême prématuré, même si les mamans n'allaitent pas ou n'ont pas suffisamment de lait, on les nourrit au lait de lactarium, au moins jusqu'à 1,5 kg, 1,7 kg. Donc on a la chance d'en avoir encore. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, les mamans qui n'allaitent pas ou qui n'ont pas suffisamment de lait, on les nourrit au lait de mère. Bon, bien sûr, je ne vais pas refaire un cours, surtout si vous en avez il n'y a pas longtemps, sur la qualité nutritionnelle, mais les performances du développement psychomoteur sont meilleures chez les enfants allaités au sein. Que ça, c'est pas négligeable, prévention de l'obésité, que bien sûr ça améliore le lien mère-enfant et l'état psychique des mères, ce qui non plus n'est pas négligeable. Les laits pour prématurés, qui sont effectivement des laits dont la composition, notamment l'acide gras, est
adaptés à cette croissance, parce qu'ils ont une croissance très rapide, hein, ce rattrapage des enfants prématurés. On conseille classiquement de le faire au moins jusqu'à 3 kilos, voire jusqu'au passage au lait de deuxième âge, qui se fait à 5 mois comme pour tous les autres enfants. Après, le problème de ce lait pour prématuré, c'est que c'est du lait qui s'achète en pharmacie et que clairement c'est cher, et plus cher que du lait standard. Donc ça dépend de qui peut l'acheter. C'est essentiellement ça le frein. Après, donc, lait de premier âge jusqu'à 5 mois d'âge réel, comme pour tous les autres. Alors, il y a certains de nos enfants qui ont besoin d'un lait hypercalorique. Alors, bon, la Fatrini, notamment, quand ils ont soit un mauvais rattrapage staturo-pondéral, ils ne rattrapent pas bien, soit ils ont une pathologie qui va consommer un peu plus, c'est la dysplasie bronchopulmonaire. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je t'avais dit 1 heure, hein, Jean-Marc. Alors, ça sera plus rapide. La pathologie, donc on peut pas, juste, je ne vais pas vous parler de toutes les complications de la prématurité. Ils peuvent faire toutes les maladies que les autres. Ils sont juste un peu plus fragiles. Il y a quand même une particularité respiratoire. C'est que ces enfants, ils ont souvent comme séquelles de leur passage en réanimation, et notamment du fait que leur voie aérienne supérieure a été confrontée à des pressions et à de l'oxygène plus tôt que prévu, comme séquelle ce qu'on appelle la dysplasie bronchopulmonaire. Ça se définit, en fait, c'est une définition clinique. C'est défini comme des enfants qui restent dépendants de l'oxygène ou d'une pression à 36 semaines d'âge corrigé. Donc, c'est-à-dire, ils ont encore besoin. Alors, il y a des enfants qui sortent en oxygène à la maison, ça ne nous arrive pas beaucoup. Mais il y a des enfants pour lesquels l'hospitalisation est prolongée parce qu'ils ont encore besoin de pression et on n'arrive pas à les sevrer de cette PEP jusqu'à 36 semaines d'âge corrigé. Bon, les causes, c'est classique, hein, c'est les agressions des voies respiratoires, donc c'est lié à l'oxygène, à la ventilation, aux infections. Il faut savoir que c'est quelque chose qui s'améliore de façon constante. C'est-à-dire que c'est parce que le poumon va se régénérer jusqu'à l'âge de au moins 2 ans et plus. Donc il y a une amélioration constante lors de la croissance de l'enfant. Mais pour que ça puisse s'améliorer, il faut que la croissance soit satisfaisante. Donc c'est pour ça que ces enfants, souvent, on le met avec des laits un peu hypercaloriques, surtout que cette détresse respiratoire, ou cette pathologie respiratoire, fait qu'ils respirent plus vite et donc qu'ils consomment plus d'énergie. Il faut savoir que donc ça s'améliore, donc dans un avenir plus ou moins à moyen terme, on sait que ça va aller mieux, mais par contre c'est vrai que les premières années, et notamment on le voit dans notre étude, il y a beaucoup d'enfants qui sont réhospitalisés pour ces problèmes d'épisodes aigus dans les premiers mois de vie, et certains qui peuvent finir en réanimation. Et je vous dis, les parents qui reviennent pour d'anciens primaires qui reviennent pour des bronchiolites en réa, ils sont pas très contents. Bon, ça se passe pas très bien. Le traitement, bon, supplémentation, excusez-moi, j'ai une coquille nutritionnelle. Éventuellement, on peut mettre des diurétiques. Bon, souvent on utilise, nous, pendant la période d'hospitalisation, on essaie de les sevrer avant la sortie. Voilà, j'ai fait. Et l'oxygène à domicile si besoin. La prévention, donc hormis la vaccination, qui n'est pas vraiment une vaccination, mais hormis les injections d'anticorps monoclonaux, enfin la vaccination pour prévenir des infections d'autres bactéries, les anticorps monoclonaux, ce qui est hyper important, c'est de ne pas aggraver ce poumon qui est avec une aggravation du tabagisme passif. Et si on peut, dans certains enfants qui ont vraiment des formes, des infections, des bronchiolites à répétition, on essaie de ne pas les mettre en collectivité la première année. Je vous ai remis, c'est surtout pour que vous ayez, c'est toujours hyper intéressant les recommandations de l'HAS sur la prise en charge de la première bronchiolite chez le nourrisson de moins d'1 an, donc qui classe en fait en forme modérée, sévère. Je vais pas vous détailler les signes de gravité. Juste pour vous dire que ce qui apparaît très clairement dans ces recos, c'est qu'ils considèrent que la prématurité est un critère de vulnérabilité, ainsi que le nourrisson de moins de 2 ans et les enfants qui ont des bronchodysplasies. La bronchiolite, pas d'examen, ça je ne veux pas vous faire tout le cours sur la bronchiolite, c'est en gros
dans les recommandations, la seule chose qui est reconnue et être efficace, c'est la désinfection rhinopharyngée. Je ne rentrerai pas dans les autres débats de kiné ou autres. Les écrans. Alors, les écrans, si je pouvais juste vous dire un truc, c'est ça. Voilà. Bon, je pense que j'espère que vous êtes au courant. Les écrans, en fait, donc la Société française de pédiatrie s'est prononcée depuis déjà plusieurs années, mais pour dire 0 écran avant 3 ans. Les neuroscientifiques qui commencent à étudier un peu plus les choses de près, ils disent 0 écran avant 6 ans. Les écrans diminuent les interactions qui façonnent l'éveil des enfants. Donc c'est très clair que l'enfant il a besoin d'interaction, que ça aggrave les retards de langage, et surtout dans une population de grands prématurés qui a déjà des risques plus importants de développer de retards de langage, ça aggrave les choses, que c'est entre 3 à 7 fois plus de retard de langage. Un enfant qui est exposé à des écrans régulièrement avant l'âge de 1 an, c'est 7 fois plus de retard de langage. Et pas que les prématurés, tous. Plus d'écrans, c'est moins d'échanges. Plus d'écrans, c'est moins de partage. Plus d'écrans, c'est ça. Je trouvais que c'est assez intéressant. Donc, c'est des dessins des enfants de 5 ans, sans écran et avec écran. Je pense que ça parle assez bien. Voilà. Tu connais pas cette diapo, elle est sympa. Je l'aime bien celle-là. La mère. Et j'en ai qu'une diapo, mais c'est important parce qu'il faut que vous ayez conscience que ces mamans, elles sont pas forcément, quand leurs bébés sont sortis de néonat, c'est pas fini pour elles. Elles sont souvent elles sont dans un état psychique compliqué. Et si elles sont des éponges un peu émotionnelles, et si vous culpabilisez parce qu'ils grossissent pas assez, elles vont pas être bien. Il y a quelqu'un qui a écrit des choses très intéressantes, c'est Anne-Catherine Roland, qui a notamment fait une présentation sur Journée de néonat cette année, sur le traumatisme des mamans d'anciens prématurés dans les 18 premiers mois, dans les 18 mois qui suivent la sortie de la néonate. Ce qu'elle dit, c'est que l'accouchement prématuré est un événement potentiellement traumatique, pouvant conduire à une souffrance psychique durable. Donc eux, ils ont fait des études sur plusieurs mois, et il y avait toujours qu'on retrouve des symptômes de stress post-traumatique chez 35 à 40% des mères de préma. Donc voilà. Que les facteurs de risque, bon ça, il n'y a rien d'extraordinaire, enfin de très... Enfin, c'est assez évident, mais que les facteurs de risque de ce stress, de ce syndrome de trauma lié à la prématurité, c'est le petit âge gestationnel, surtout les petits poids. Alors, plus que le terme, en fait, parce que quand vous dites vous avez accouché à 26 semaines, vous vous rendez compte, 26 semaines, elle n'a aucune idée de ce que ça veut dire, surtout qu'elle ne sait pas qu'on parle en semaines. Voilà. Par contre, vous avez accouché d'un bébé de 800 grammes, là, tout de suite, ça parle beaucoup plus. Enfin, ça leur parle, enfin, ça les choque beaucoup plus. Clairement, un critère important, c'est la césarienne en urgence. Moi, je me rappelle vraiment d'une maman, elle allait consulter son gynéco le matin, et le soir, elle était en néonat. Et elle était à 28 semaines, et ça l'a... Clairement, c'était césarienne, il a anomalie du rythme, hypertension, hospitalisation, césarienne. Donc là, c'était vraiment quelque chose, on peut imaginer, de très traumatique. Et bien sûr, l'évolution péjorative de l'enfant est un facteur de risque, comme on peut l'imaginer. On ne peut pas faire grand-chose, mais si on peut prévenir un peu, il faut repérer les mères qui sont à risque. Clairement, les infirmières de néonat... les médecins aussi, mais les infirmières qui sont plus proches des mamans au quotidien repèrent ces mères. Elles sont aussi repérées ensuite de couches parce qu'en néonat, elles essaient de tenir, et puis quand elles arrivent au gré, là, elles s'effondrent. Donc on a les sages-femmes qui s'appellent, je pense que la maman va pas bien. Oui. Il faut essayer de faciliter la rencontre, parce qu'il faut comprendre que quand on a accouché d'un enfant de 800 grammes qui a des tuyaux et des fils partout, arriver à imaginer que c'est son bébé et d'arriver à rentrer en lien avec ce bébé, c'est pas facile. Donc c'est vrai que c'est vraiment notre rôle, nous, de soignants. On essaie de faire de plus en plus de peau à peau, même si les enfants tout petits intubés, on met les bébés en peau à peau. Et on a développé dans le service depuis déjà un peu plus d'une dizaine d'années, mais
peut-être Nathalie en parlera un peu plus, sur les soins de développement qui sont vraiment c'est une philosophie un peu pour intégrer les parents aux soins et pour essayer de centrer vraiment les soins sur les enfants. Conclusion. C'est une population fragile, mais tout n'est pas joué à la sortie de la néonate. Que le suivi, la prise en charge et surtout la prise en charge précoce et l'environnement de ces enfants peut jouer vraiment un rôle capital dans leur devenir. Soutenir les mères, c'est hyper important. C'est aussi hyper important pour les enfants, hein, parce que des mamans qui sont pas bien, qui sont déprimées, qui vont pas bien, elles vont pas interagir de façon positive avec leur enfant. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de les soutenir et de les repérer. Anna Freud, j'ai pas mal lu pour ce topo, et il y avait quelque chose que j'ai trouvé très chouette. C'était d'ailleurs une phrase que citait Anne-Catherine Roland là, dans sa présentation. Anna Freud, qui est la fille de son père, compare la vie à une partie d'échecs et qui dit que les premiers coups sont très importants, mais tant que la partie n'est pas terminée, il reste de jolis coups à jouer. Voilà. Je vous finis ma présentation avec Michael. Hop là, je ne l'ai pas mis assez longtemps, Michael, il faut comme je vous le mette mieux quand même. Donc Michael, qui est né à 580 grammes, qui est là, en fait, et qui, 5 ans après, porte sa photo fièrement. Après, il avait des petits troubles, effectivement, légers du développement, et notamment, mais c'est un enfant qui est gai, qui parle, qui marche et qui fait le bonheur de ses parents. Voilà, et voilà. C'est bon. Je suis Jean-Marc Pinain, je vais essayer de me mettre devant l'écran, ça va être difficile. Et donc je suis neurologue pédiatre et je travaille en neuropédiatrie dans le service de pédiatrie de MISOT et je coordonne le DAMSP, dispositif d'aide médico-sociale précoce, tout cela au CHT de Dumbéa. Et je suis ici depuis 2 ans et demi. Et donc je vais vous présenter le pendant de ce qu'a fait Marie-Ève concernant plutôt donc, la neurologie pédiatrique et la prématurité. Et en tout particulièrement en vous présentant les troubles du neurodéveloppement qui sont un concept un peu plus récent. Et il faut que tu regardes le machin là. Et, voilà. Et donc les possibilités de participation des médecins de ville à le dépistage des troubles du neurodéveloppement. Alors le plan que je vais aborder, c'est les troubles du neurodéveloppement et la prématurité, les liens qu'il peut y avoir, le dépistage qu'on peut en faire dans ce que l'on appelle maintenant les PCO, je définirai ça plus tard. Vous parlez un peu du DAMSP, ses missions, son fonctionnement et ses évolutions futures. Et puis, je terminerai par un cas clinique si j'ai le temps pour passer la main à Nathalie, mais je ne sais pas, on verra. Ça va Alors, pour commencer avec les troubles du neurodéveloppement, quelques définitions. Donc, les troubles du neurodéveloppement, c'est un ensemble d'affections qui débutent au cours du développement de l'enfant et qui entraînent des difficultés significatives dans l'acquisition et l'exécution de fonctions spécifiques intellectuelles, motrices ou sociales. L'étiologie est présumée pour les troubles du neurodéveloppement qu'on réduit à TDN très souvent, est complexe et souvent on ne sait pas ce que c'est. Alors, il y a un certain nombre de troubles qui ont été définis là-dedans, et puis il y en a certains qui sont exclus parce qu'ils appartiennent à des filières médicales particulières, comme par exemple les filières de génétique, les filières d'épileptologie de l'enfant. Donc ce sont les handicaps intellectuels, les troubles de la communication, les troubles du spectre de l'autisme qui sont inclus dans les troubles du neurodéveloppement. Les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles moteurs avec les troubles de la coordination, des mouvements stéréotypés ou dystoniques, des tics, et puis le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité,
Et puis d'autres troubles du neurodéveloppement qui sont ou spécifiés parce qu'on connaît la cause, par exemple toutes les expositions prénatales à l'alcool et à tous les autres toxiques stupéfiants, ou non spécifiés ou secondaires à d'autres pathologies qui font partie des troubles du neurodéveloppement, mais qui sont pour certains un peu mis à l'écart parce que dans des filières spécifiques. Ce qui est intéressant dans tous ces troubles, c'est qu'ils peuvent être ou associés ou constituer un continuum. Et par exemple, vous pouvez avoir un handicap intellectuel de type déficience intellectuelle, l'ancien retard mental, qui peut s'associer à un trouble du spectre autistique. Vous pouvez avoir un trouble du langage qui peut aussi s'associer à un trouble du spectre autistique. Et puis des troubles des apprentissages qui peuvent s'associer à un handicap intellectuel sans qu'il y ait vraiment une déficience intellectuelle. Donc tout cela permet qu'il y ait beaucoup de liens entre tous ces troubles. Alors chez les prématurés, qu'est-ce que l'on peut voir comme trouble ? Eh bien, tout d'abord, en France, sur environ 700 000, presque 800 000 naissances, le taux de prématurité il est de 7,5% pour l'ensemble des naissances vivantes, quel que soit le type de grossesse, ce qui fait quand même 58 000 naissances, plus de 58 000 naissances de prématurés. Pour les grossesses gémellaires, le taux de prématurité il est de 47%, ce qui est pratiquement la moitié des grossesses gémellaires. Et les taux de prématurité dépendent du type de prématurité. Si c'est une prématurité plutôt tardive, entre 32 et 37 semaines, c'est-à-dire 36 semaines et 6 jours, ou si c'est une extrême prématurité, et ça, Marie-Ève en a parlé, moi je parlerai plutôt des prématurités moyennes, c'est-à-dire modérées à tardives. Alors, dans les études internationales en méta-analyse, on sait que la prématurité a un impact important dans les domaines du neurodéveloppement. Il y avait plus fréquemment que maintenant des paralysies cérébrales, anciennement IMC, infirme moteur cérébral, des surdités, des cécités qui sont délétères et qui s'associent aussi aux troubles du neurodéveloppement. Il y a des troubles cognitifs qui sont les plus fréquentes séquelles actuellement chez les prématurés, en particulier chez les prématurés de moins de 32 semaines, avec 52% des prématurés de moins de 28 semaines qui ont des troubles du neurodéveloppement et 24% des prématurés entre 28 et 32 semaines qui ont aussi un trouble du neurodéveloppement. Je ne parle pas du niveau du trouble de développement ni des précisions sur ces troubles. C'est vu de façon assez globale. Et à l'âge scolaire, on sait que le QI des enfants qui ont été prématurés et sans incapacité grave sont inférieurs à ceux des enfants à terme et en fait ils sont corrélés à la gestationnelle. Les grands prématurés présentent des déficits en mathématiques, en lecture, en orthographe et dans les fonctions exécutives et ils peuvent aussi avoir des séquelles comportementales, des troubles de l'attention ou de la régulation émotionnelle, refermement sur soi, anxiété, syndrome dépressif, qui peuvent eux-mêmes être secondaires aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Pour les prématurés qui sont nés entre 32 et 36 semaines et 6 jours, là encore les méta-analyses internationales montrent que la prévalence des séquelles neurologiques est d'autant plus élevée que la prématurité est importante. Et de plus, comme les prématurés qui ont un terme plus tardif, ils sont plus nombreux. Et donc le nombre de prématurés modérés ou tardifs, c'est-à-dire entre 32 et 36 semaines et 6 jours, ayant des séquelles neurologiques ou des troubles du neurodéveloppement, est aussi important environ que celui observé chez les prématurés de 32 semaines. Donc ce qui fait quand même beaucoup d'enfants. Et ces enfants, en fait, dans les suivis, et c'est ce qu'un peu a montré Marie-Ève, c'est qu'ils échappent très souvent au suivi standardisé, parce qu'après 6 ans, ils sont moins suivis et ils peuvent échapper à ce genre de dépistage. Donc les données de la littérature soulèvent un certain nombre d'inquiétudes et il relève aussi la notion de concept de gradient d'âge gestationnel pour les troubles du neurodéveloppement après une naissance prématurée qui incite à étendre la période de suivi, y compris pour les enfants nés entre 34 et 37 semaines de prématurité. Voilà le rappel que je voulais faire pour ce qui était de la prématurité et des troubles du neurodéveloppement. Et je vais passer au cœur du sujet, je dirais, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer les choses en dépistant ces troubles du neurodéveloppement. Alors pour ça, j'ai édité quelques
documents là, qui sont à 10 exemplaires, mais et j'en donne les adresses où vous pouvez les récupérer sur Internet, en particulier sur le site du ministère des handicaps en France. Et voilà en gros ce qu'il en est dit. En fait, la France a, depuis fin 2019 et début 2020, a organisé des plateformes de coordination et d'orientation pour les enfants ayant des troubles du neurodéveloppement de moins de 8 ans. Et on a fait une priorité pour en fait soutenir les familles qui sont confrontées aux difficultés de ces enfants. Et il y a un dispositif de repérage qui a été de ces écarts du développement par rapport à la norme, qui a été mis en place auprès des médecins des médecins de ville, de médecins de famille. Et ce dispositif d'intervention précoce permet d'orienter les enfants présentant des troubles du neurodéveloppement vers une plateforme de coordination. Ces plateformes de coordination et d'orientation des troubles du neurodéveloppement, elles ont pour but d'accueillir les enfants repérés, de proposer des pistes de diagnostic symptomatique précoce et de ces troubles, et d'engager, sans attendre un diagnostic précis étiologique, qu'on a tendance à faire systématiquement, mais qui n'a pas finalement d'urgence le plus souvent, pour permettre l'intervention coordonnée de professionnels, qu'ils soient conventionnés ou non conventionnés comme les psychomotriciennes, les psychologues, les ergothérapeutes, et puis des conventionnés comme les orthophonistes, ou les kinésithérapeutes, ou les orthoptistes. Et tout ça selon les recommandations de l'HAS, avec, c'est mis dans les recommandations, de faire un compte-rendu de ces repérages aux médecins prescripteurs. Alors ces interventions permettent de lever un doute, parce qu'on peut avoir un doute sur le développement d'un enfant, et puis finalement ça s'avère être pas vraiment important, et de progresser vers un diagnostic en prévenant les surhandicaps, c'est-à-dire en agissant le plus tôt possible. Marie-Ève en a parlé pour tout ce qui se passe en néonate, mais c'est vrai aussi par la suite. On sait très bien que si on s'intéresse à rééduquer une hémiplégie cérébrale de l'adulte avec un an de retard, il va rester avec une grande spasticité et la récupération sera très mauvaise. C'est la même chose dans le cadre des neurodéveloppements. Il faut le plus tôt possible mettre en place des aides et des rééducations nécessaires en fonction de chaque trouble du neurodéveloppement. Donc ça permet d'améliorer l'état de l'enfant, d'éviter les surhandicaps et pendant ce temps-là de préciser éventuellement un diagnostic. Mais comme je vous l'ai dit au début, il est rare qu'on arrive facilement à faire un diagnostic. Et ça, c'est vrai pour la spasticité, la surdité, les troubles visuels, la déficience intellectuelle, les troubles du spectre autistique. Alors actuellement, il y a une centaine de plateformes qui ont été prévues et qui sont en train de s'organiser en France pour la fin 2021. Et ces plateformes, en fait, sont associées le plus souvent à des CAMSP, mais aussi à des CMP, des CMPP ou des CESAD, qui participent, en fait, avec les plateformes de coordination et d'orientation. Alors pourquoi je vous parle de ces plateformes, c'est que... Alors voici le schéma qui est donné par l'HAS de cette plateforme. En fait, c'est plus ou moins virtuel, puisque c'est des consultations spécialisées en neurodéveloppement, des interventions de rééducateurs qui participent au suivi de ces enfants, qui sont structures ou organisations qui sont enclenchées par le dépistage par un médecin ou d'autres agents de santé qui lancent la procédure de dépistage et d'intervention. Alors, ce dépistage des troubles du neurodéveloppement, il repose sur les papiers donc, que je vous ai laissés là, et que vous pouvez récupérer sur le site du ministère des handicaps. Essentiellement, alors, celui que vous pouvez utiliser, c'est le format en PDF. Vous pouvez pas besoin de le télécharger, vous pouvez le remplir sur place, ou vous pouvez le sortir et l'imprimer sur l'autre formule. Et puis vous avez tous les éléments qui correspondent à ça sur le site de l'HAS. Je vous ai mis aussi les papiers avec les adresses correspondantes. Après, il faut arriver à trouver les troubles, mais en cherchant dans troubles du neurodéveloppement, on arrive à trouver facilement.
Alors après, comment se constitue ce formulaire de dépistage? Eh bien, il repère les enfants de 0 à 3 ans, et puis il distingue plutôt les enfants de 0 à 3 ans et les enfants de 4 à 6 ans, avec des signes qui sont, s'ils sont à deux signes dans au moins 2 des 4 domaines de développement, eh bien, c'est un risque et il faut lancer le dépistage. Pour les plus grands, c'est 3 signes dans au moins 2 des 5 domaines de développement. Et donc là, vous avez les différents domaines qui sont ciblés dans chacun des formulaires. La motricité globale, la motricité fine, le langage, la socialisation, et pour les plus grands, la cognition à partir de 4 ans. Et puis, on tient compte aussi de la pertinence de facteurs de risque, de comportements particuliers de l'enfant. Et ces éléments-là sont aussi des éléments qui participent aux critères de dépistage. Alors, quels sont il faut avoir lu tout le formulaire. Je vous en ai mis quelques extraits. Je vous en mets quelques extraits là. Et puis, sur la partie à gauche de la diapo, vous avez les éléments qui sont les principaux, qui sont des facteurs qui doivent faire penser à un trouble du neurodéveloppement. Ce sont les régressions du développement de l'enfant, les prématurités, des comportements particuliers, s'ils sont sévères d'une part et qui sont durables, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une sorte de maniérisme par moment. Ce sont des éléments objectifs sur le carnet de santé, que ce soit le contact visuel, la tenue de tête, la préhension volontaire, si elle est marquée sur le carnet de santé dans les jeunes âges. Et puis il y a des facteurs, d'autres facteurs qui interviennent aussi, s'il y a des antécédents familiaux, les conditions de la grossesse, je pense que Marie-Ève l'a aussi évoqué un petit peu, et tous les facteurs sociaux, psychosociaux qui peuvent y participer. La prématurité avant 32 semaines d'aménorrhée, c'est aussi un facteur plus important. Les retards de croissance intra-utérin sont aussi des facteurs qui aggravent le risque. S'il y a des malformations ou des dysmorphies, alors j'ai résumé les syndromes génétiques éventuels quand on arrive à les distinguer. Et puis des phénomènes chirurgicaux qui ont pu se produire dans la petite enfance ou un ictère néonatal sévère. Tous ces éléments sont des facteurs qu'il faut prendre en compte comme facteurs de risque pour ces enfants. Après, ça, ce sont les éléments généraux. Et puis, il y a des pages pour chaque âge. En fonction de chaque âge de l'enfant que vous avez éventuellement vous avez en face de vous, vous avez un questionnaire qui correspond à l'âge. S'il y a 6 mois, 1 an, 18 mois. Et puis jusqu'à 6 ans, il y a des questionnaires comme ça je ne vous ai pas tous mis. Ils sont dans les documents que j'ai imprimés et qui permettent de voir les points qui sont les plus significatifs à repérer et à cocher oui, non. Si ils sont absents, c'est qu'il y a vraisemblablement un possible trouble et que la plateforme de coordination et d'orientation peut être appelée au secours. Donc ça, à chaque fois, c'est souvent motricité globale, motricité fine, intérêt pour le langage, regard de l'autre, sous-réponse pour tout ce qui est socialisation. Je résume un petit peu là de ce qui est marqué du côté droit de la diapositive. À 12 mois, eh bien, la motricité globale, évidemment, elle s'est améliorée. Les enfants passent de la position couchée à la position assise, ils tiennent assis sans appui, ils se déplacent au sol, soit sur les fesses, soit à 4 pattes, soit d'autres manières, ce qui peut retarder un petit peu parfois leur marche debout. La motricité fine, ils cherchent un objet qu'on cache, ils mettent un petit objet pour en mettre dans un récipient, ils ont une pince pouce index, le langage commence à se développer, ils comprennent certaines consignes ou ils comprennent quand on leur dit non. Et puis, ils ont une attention conjointe, ils font des gestes de socialisation, bravo, tata.
Donc tous ces éléments-là sont à prendre en compte et à cocher oui ou non. Et ça, on peut faire la même chose pour des enfants de 18 mois. À chaque fois, il y a un développement des différents items de motricité globale, de la motricité fine, du langage ou de la socialisation. Ainsi, il y a des formulaires pour chacun des âges, à 2 ans, à 3 ans, 4, 5 et 6 ans, où là, l'enfant, il saute, il court, il marche, il peut marcher sur les pointes, sur les talons, il est capable de s'habiller, il peut dessiner un triangle, il est capable de se laver, il peut raconter une petite histoire, discuter, faire des phrases. Il dénombre jusqu'à 10, il connaît un certain nombre de chiffres, il peut être attentif pendant 10 minutes, et il reconnaît les émotions de l'autre. Dans ces cas-là, il n'y a pas de trouble du développement, mais s'il y a un certain nombre de ces éléments, donc 3 non dans 2 des domaines différents, il y a un possible risque et qui peut être évalué dans une plateforme de coordination et d'orientation. Alors, ces formulaires, une fois qu'ils ont été remplis pour la page correspondant à l'âge de l'enfant, ils peuvent être envoyés à la structure PCO, et en mentionnant les signes de l'alerte ou des commentaires autres, et ça permet d'enclencher la prise en charge de l'enfant. Et en métropole, il y a un certain nombre dans les structures de type CAMSP ou CMP, un certain nombre d'intervenants, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, et j'en passe, qui vont permettre de commencer à faire le bilan de l'enfant pour voir et confirmer ou non, ou infirmer les troubles du neurodéveloppement, et puis mettre en place une aide rééducative le plus précocement possible. Alors, cette structure, en fait, de première ligne, et puis de deuxième ligne de médecins formés au neurodéveloppement, et puis en métropole, ça, malheureusement, il n'y a pas cela ici, de centres de référence. Ça permet de justement très précocement repérer les troubles et avancer dans la rééducation le plus tôt possible. Alors, comment j'en viens au DAMS? Eh bien, c'est que finalement, le DAMS, qui est un lieu de référence ici en Nouvelle-Calédonie, fait déjà un petit peu cet aspect d'orientation et de coordination. Il fait le dépistage d'un certain nombre de handicaps, y compris des dépistages complexes. Il suit des enfants à risque, en particulier les prématurés. Il coordonne les soins, mais sans faire de soins. Il accompagne les familles dans la démarche de handicap de leur enfant. Et il dépiste en plus et essaye de prévenir un certain nombre d'éléments que Marie-Ève a évoqués, comme le sommeil des enfants, leur alimentation, les écrans, la bienveillance ou autre, la stimulation du langage, les stimulations avec des jeux. Et comme l'a très bien dit Marie-Ève, c'est le temps passé devant les écrans qui fait qu'il n'y a pas de stimulation du langage ou qu'il n'y a pas de stimulation par les jeux. Des jeux concrets, j'entends, les empilements, puzzles et autres. Et accessoirement aussi, on surveille un peu la croissance latéropondérale et voir les vaccinations quand il y a une puéricultrice au DAMS. Et donc, ça, je fais un peu ma publicité. Donc, pour répondre à ces missions de dépistage et toutes celles que je viens de vous lister, eh bien, le DAMS essaye de les remplir le mieux possible. Et il est composé d'une équipe de 7 équivalents temps plein, mais une douzaine de professionnels, parce que beaucoup ne sont pas forcément à temps plein. Donc, il y a un neuropédiatre, moi-même, une puéricultrice qui coordonne lorsqu'il y en a une, et nous avons malheureusement perdu Mayalène depuis peu, qui coule une belle retraite, hein, je vous rassure, surtout récemment d'ailleurs, ce week-end en particulier. Une orthophoniste ici présente, Nathalie Blavette, et une psychomotricienne, une secrétaire, une assistante sociale, une éducatrice. Tout ce petit monde est à temps plein, et puis une psychologue, une ergothérapeute qui sont à mi-temps, et une orthoptiste qui vient une vacation par semaine, et un médecin MPR que nous voyons aussi qu'une fois par semaine. Et donc tout cela manque un petit peu
certaines consistances. Et donc, le DAMS, dans son fonctionnement, en fait, si vous voulez le contacter, éventuellement par les formulaires de PCO dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'est Cathy qui vous recevra au téléphone au 20 94 30. Alors, les avis, souvent, ils sont via le téléphone, au secrétariat, donc, souvent par les écoles ou par des médecins, et après l'accord des parents, on constitue un pré-dossier qui permet d'avoir un certain nombre d'éléments, en particulier venant des écoles. C'est très intéressant, très utile d'avoir un peu le comportement de l'enfant en dehors du milieu familial. Et puis on a des éléments scolaires en plus. Et donc c'est écrit par l'enseignant avec l'accord des parents. Et avec ces éléments, on se réunit tous les lundis pour faire une commission d'admission et voir les dossiers qui sont en attente pour après envisager une consultation et un entretien de préadmission par la puéricultrice. Alors parfois, ces enfants sont adressés directement par la consultation de pédiatrie ou de neuropédiatrie au CHT, ou une grosse partie est aussi, vient de la néonatologie, où il y a des protocoles préétablis, bas risque, haut risque, en fonction du terme de l'enfant, qui permettent aussi que les enfants soient suivis, en particulier en orthophonie et psychomotricité, dont a parlé Marie-Ève tout à l'heure, alors que le suivi médical est fait au sein de la pédiatrie. Donc là encore, il y a un dossier pré-rempli à remplir. Pas pré-rempli, à remplir. Ça, c'est une petite... Sur DXCare. Voilà, sur DXCare. Et donc, tous ces éléments-là permettent un suivi, une coordination des aides qu'on peut apporter à ces enfants et des actions qu'on peut entreprendre. Alors, l'avenir, en fait, qu'on aimerait développer, c'est étendre les fonctions de plateforme d'orientation et de coordination du DAMSP à une structure qui se rapproche plus d'un CAMSP, c'est-à-dire un centre d'action médico-sociale précoce, et donc faire un petit peu ce qui se fait en métropole, une plateforme avec CAMSP pour des enfants, mais en allant plus loin dans l'âge des enfants, en tout cas pour ceux qui ont été suivis depuis leur tout petit âge, jusqu'à 8 ans, dans la mesure où il y a des troubles du neurodéveloppement qui peuvent apparaître un peu plus tardivement. En particulier, il y a des fonctions exécutives, des fonctions d'attention qui se développent plus tardivement, et beaucoup d'enfants passent un peu à travers les mailles du filet. Et donc, là encore, des mesures précoces de prévention, de repérage, de dépistage, d'accompagnement familial ou social et de soins adaptés contribuent à l'amélioration de ces enfants. Et donc, même si on les prend un peu plus tard, je pense que ce serait une bonne chose pour ces enfants d'être repérés même un peu plus tard. Ce qu'il faudrait aussi apporter aux DAMS pour qu'ils puissent ressembler un peu plus à un CAMS, c'est une valence de MPR, c'est-à-dire de médecine physique et de réadaptation, plus solide, avec un médecin MPR au minimum à mi-temps. Ça, c'est en cours de demande, nous verrons. Dans les conditions actuelles, c'est pas simple. Et puis permettre ainsi de mettre en place de réelles rééducations en orthophonie, psychomotricité et ergothérapie qui ne sont pas disponibles, enfin pas pour l'orthophonie mais pour la psychomotricité et l'ergothérapie en ville, ce qui pénalise un certain nombre d'enfants qui ne peuvent pas vraiment être aidés dans certains domaines. La kinésithérapie peut remplacer pour certains. Et cela pour des enfants qui sont déjà suivis au DAMS. Malheureusement, on ne peut pas accueillir tous les enfants de tous les âges, mais seulement ceux qui sont suivis depuis un petit âge. Associé au DAMS, on essaye d'y associer une structure, un centre maladies rares pour les pathologies génétiques dont un certain nombre ont les mêmes difficultés et préoccupations que les enfants prématurés ou autres, ayant un trouble du neurodéveloppement. Voilà. Je ne sais pas où on en est du temps. Il reste 5 minutes, Nathalie. Et voilà, moi j'avais un cas clinique, mais peut-être que Nathalie peut prendre. Je vais passer la main. Bon, ben voilà, très bien. C'est ça, Nathalie. La flèche de joie ? Oui, c'est ça. Moi c'est moi, oui. J'ai pas grand-chose. Faut viser ça, oui. Donc, je m'appelle Nathalie, donc je suis l'orthophoniste du DAMS. Et donc je vais reprendre un petit peu ce qui a déjà été abordé par Marie-Ève et par Jean-Marc.
Donc l'orthophonie intervient dès la néonate. Je veux bien, si tu veux bien. Voilà, d'abord en mission d'information, de formation des équipes soignantes pour toutes les sollicitations orofaciales. Donc c'est en lien avec le projet de service de soins de soutien au développement sensorimoteur d'André Bullinger. Le rôle aussi de l'orthophoniste, c'est la prévention des risques des troubles de l'oralité alimentaire consécutifs aux soins invasifs, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure sur les photos de Marie-Ève qui sont assez parlantes, hein, ces tout petits bébés tout branchés entre la sonde nasogastrique, l'intubation, etc. Ça fait beaucoup de stimulation très négative pour les bébés. Et il faut les accompagner justement pour réinvestir cette sphère orale de manière un petit peu plus positive et agréable. L'orthophoniste aussi évalue la succion, la déglutition, la coordination succion, déglutition, respiration au fur et à mesure du terme corrigé des enfants et permet de proposer aussi des adaptations en fonction du mode d'alimentation choisi par les parents, que ce soit l'allaitement au sein ou le biberon. L'orthophoniste accompagne également les familles avec tous les soignants de la néonate pour justement réinstaurer le lien mère-enfant qui est souvent difficile à mettre en place au départ sur ces bébés très fragiles qui paraissent tout de suite très en difficulté alors qu'ils ont beaucoup de compétences mais qui ont besoin justement des interactions rapprochées de leurs parents. Et donc on réinstaure toujours dans l'idée des soins de soutien au développement sensorimoteur, justement des interactions visuelles et verbales avec ces enfants. On incite les parents à leur parler, à les toucher, à être vigilants aux premiers signes d'éveil tout petits que ces enfants peuvent présenter pour que les parents puissent réagir et être en interaction. À la sortie de la néonate, donc les enfants âgés de moins de 30, qui sont nés en dessous de 32 semaines intègrent de manière assez officielle le DAMS, donc pour une prise en charge pluridisciplinaire avec tous les intervenants que Jean-Marc a présenté tout à l'heure. C'est l'idée de créer un maillage assez serré autour de ces enfants pour ne pas perdre de vue des enfants et justement dépister au plus précoce les difficultés qu'ils pourraient présenter ultérieurement. On se sert d'échelles de développement que vous peut-être connaissez de Brunet-Lésine. Et donc dans les grandes lignes, ce suivi des grands prématurés se fait de manière échelonnée, effectivement, donc à 6 mois avec un bilan conjoint psychomoteur et orthophonie. Donc pour la partie orthophonie qui va permettre une évaluation de la diversification alimentaire et des prémices de la communication avec le regard, le sourire-réponse, etc. À 18 mois, on a à nouveau un bilan conjoint psychomoteur et orthophonie avec une évaluation de l'alimentation et des prérequis au langage oral. Donc là, on aura les premiers mots. On refait un point à 2 ans et demi. Là, c'est plus dans l'idée d'un accompagnement vers les projets de suite pour les enfants, sociabilisation et scolarisation quand elle est possible. Parce que c'est vrai qu'on a aussi remarqué que les parents ont du mal à passer le cap un peu de la sidération de la naissance prématurée. Ils ont du mal à voir cet enfant comme un enfant qui grandit et qui évolue et qui a des besoins et pour lesquels aussi l'école répond à ses besoins et qui sont tout à fait prêts à intégrer l'école. Ils n'ont pas besoin de rester encore privés de sociabilisation. On refait un point à 4 ans ou en moyenne section de maternelle. C'est plutôt en moyenne section de maternelle puisqu'on utilise la batterie EDA que vous connaissez anciennement sous le nom de Brève et qui permet justement un dépistage au niveau du langage oral, des apprentissages et de certaines capacités cognitives type attention visuelle, planification, etc. Pour reprendre quelques chiffres de l'étude Calépage, parce que je me suis amusée à retracer un petit peu ce qu'il y avait eu. Donc pour l'étude Calépage, c'était plus simple. On a eu une statisticienne qui a permis de retrouver les quelques chiffres. Donc sur les 63 passations qui ont pu être effectuées, donc je rappelle qu'il y en avait eu 101 qui étaient viables à la suite, mais seulement 63 on a pu proposer la brève à ce moment-là à 6 ans, donc c'était particulier. Donc 12 enfants présentaient des difficultés langagières et ou des difficultés d'apprentissage, lecture, orthographe et mathématiques et ont été orientés vers une orthophoniste libérale. Depuis, j'ai pu retracer quelques chiffres de chaque année et on retrouve plus ou moins 50% des enfants nés prématurément qui vont être orientés vers une orthophoniste libérale, toujours pour des difficultés d'acquisition du langage oral. Ça va du simple retard de parole, simple entre guillemets,
et jusqu'aux difficultés syntaxiques, expression, compréhension et difficultés scolaires de graphisme, de mathématiques, etc. Voilà. Juste un tout petit point, moi je voulais juste donner des petits chiffres que j'avais retrouvés aussi. En 2015, on a eu un petit garçon qui était né à 24 semaines et qui s'en est... donc j'ai fait son bilan l'année dernière de moyenne section, John, voilà, pour ne pas le citer, et qui se sort vraiment sans aucune difficulté. Elle n'est jamais venue me revoir, la maman, en consultation. Mais nous, il nous aime bien, Odams. Ouais, il faut que je vienne le voir. Elle m'envoie des vidéos sur WhatsApp, mais... Voilà pour ma partie. Si vous avez maintenant des questions...